Allez, merci encore, Sébastien, et c'est à toi. Merci. Donc, merci Julien pour ton invitation et puis merci à la Fédération française de rugby de me permettre voilà, de parler notamment de l'entraînement et de la préparation physique et motrice chez l'enfant avec un sous-titre qui est voilà, qui concerne l'enjeu ou un véritable enjeu pour la vie future de l'athlète parce que l'enfant, et tu l'as dit Julien, l'enfant, on ne peut pas considérer l'enfant comme un petit homme, hein, c'est un petit homme, mais c'est pas un petit homme, il a ses particularités, ses spécificités physiologiques, psychologiques, anthropométriques et bien d'autres, biomécaniques à l'effort. Donc en fait, l'enfant, il a ses particularités, il faut absolument partir de ses spécificités si on veut accompagner et suivre convenablement l'enfant au cours de l'entraînement et au cours de son développement. Alors l'enjeu, lorsque on s'intéresse à l'enfant et on souhaite vraiment l'accompagner dans le milieu de l'entraînement et dans la préparation physique notamment, il faut bâtir et programmer sur un organisme qui est encore immature. Et c'est là la difficulté parce que l'enfant il subit deux phénomènes qui sont assez bien connus, à savoir la croissance et puis la maturation. Et ces deux variables, croissance et maturation, ils viennent se surajouter aux paramètres qui régissent les principes de l'entraînement dont on connaît, à savoir la progression, la surcharge de travail pour permettre à l'organisme de s'adapter à l'entraînement et puis la spécificité. Et le problème, lorsqu'on est amené vraiment à vouloir préparer physiquement un enfant, eh bien, il faut considérer ces deux phénomènes que sont la croissance et la maturation. Donc en fait, mon discours ce soir, sur la demi-heure qui m'est impartie, c'est de vous proposer des grands principes, des grandes règles qui sont à respecter lorsqu'on est amené à programmer des séances d'activité physique et sportive auprès de nos jeunes. Alors, pour revenir à ces deux concepts que sont la croissance et la maturation, la croissance, c'est un phénomène qui est facilement observable, hein, et qui se traduit naturellement par l'augmentation des dimensions du corps, d'un organe ou d'un tissu. Donc là, c'est un phénomène qui est facilement observable, qui est facilement mesurable, hein. On voit tous nos enfants grandir, hein. La taille adulte évolue, la taille assise évolue, le poids également, les circonférences, les diamètres. Ça, c'est un phénomène voilà, que l'on observe assez facilement. Par contre, la maturation, là, on est plutôt sur la progression de la fonction, sur le fonctionnement d'un organe, d'un tissu ou d'un système biologique. Et la maturation, elle se traduit voilà, par une évolution des systèmes biologiques qui conditionnent le fonctionnement. Et parmi ces systèmes biologiques, hein, on connaît bien le système nerveux central, le système hormonal, bon, il y en a bien d'autres, mais je vais essentiellement vous parler dans un premier temps de la maturation du système nerveux central, ici même en rouge. Alors, le système nerveux central, en fait, il comprend à la fois l'encéphale, le cerveau, les voies nerveuses, les commandes nerveuses et puis la moelle épinière. Et le système nerveux, vous voyez à l'écran, ça ce sont les fameuses courbes de Scamone hein, des années 70. On voit très bien que le système nerveux central, il évolue considérablement au cours des premières années de la vie, notamment jusqu'à l'âge de 14-15 ans, mais il continue d'évoluer jusqu'à 20-25 ans. Donc en fait, jusqu'à 25 ans, hein, au stade de jeune adulte, hein, le système nerveux continue à maturer. Alors, une des particularités de l'enfant, c'est qu'il a une certaine plasticité cérébrale et qu'il est doté énormément de connexions synaptiques, de connexions nerveuses. Si un chiffre, hein, pour vous mettre en tête, c'est à peu près 1 million de milliards de connexions nerveuses, de connexions synaptiques. Donc, vous voyez un petit peu la densité neuronale qu'il y a dans le cerveau d'un enfant. Et donc, l'enfant, lui, il a une certaine plasticité cérébrale et jusqu'à l'âge de 12-14 ans, il y a une telle maturation du système nerveux central que c'est le moment, finalement, de lui apprendre différentes choses, voilà, qu'il découvre différentes activités physiques et sportives, qu'il élargisse sa motricité. En fait, c'est vraiment le moment, il faut se servir de cette plasticité cérébrale pour que l'enfant puisse apprendre, puisse développer ses habiletés motrices, hein, on les connaît, hein, c'est-à-dire la coordination motrice. Alors, elle peut être intramusculaire, intermusculaire, mais cette coordination, elle est fondamentale
à ce moment-là, il faut vraiment la développer. Donc, il faut essayer de proposer une diversité d'exercices qui sollicitent essentiellement le système nerveux central de manière vraiment à développer cette coordination. Qui plus est, un enfant a un rendement mécanique à l'effort qui est relativement faible. Donc, il faut essayer de réduire son coût énergétique et pour ça, il faut essayer d'optimiser sa technique, sa technicité et donc améliorer une des composantes des habiletés, c'est-à-dire la coordination motrice. Et puis après, au-delà, vous avez l'adresse, l'agilité, vous avez l'équilibre, vous avez la proprioception. Toutes ces habiletés-là, en fait, motrices, elles sont essentielles si vous voulez que plus tardivement, au stade de l'adolescence, c'est essentiel pour développer notamment les qualités physiques que l'on connaît, c'est-à-dire la force, la puissance, la vitesse, l'endurance. Et ces qualités physiques, on pourra les développer, en tout cas les qualités sportives, on pourra les développer que si les habiletés motrices sont bien développées. Donc il ne faut pas louper cette phase initiale, cette fameuse plasticité qui est qui est importante voilà, pour vraiment développer ces habiletés motrices. Alors, le souci, c'est qu'à un moment donné, c'est qu'il y a une espèce d'élagage synaptique, c'est-à-dire qu'il y a une sélection des connexions nerveuses. On va pouvoir renforcer certaines connexions nerveuses, tandis que d'autres vont disparaître. Donc, il y a une espèce d'élagage synaptique, c'est-à-dire qu'il y a un câblage nerveux qui va se former dans le cerveau. Et ce câblage, en fait, il va être dépendant finalement de ce qu'on va proposer à nos enfants. Et du coup, on va être responsable de la façon dont le cerveau de l'enfant il se modèle. Donc en fait, notre rôle en tant qu'adulte, en tant qu'éducateur sportif, en tant que professeur de PS ou en tant que parent ou autre, on a un rôle, une responsabilité fondamentale de manière à bien façonner le cerveau de nos enfants et donc à bien le construire. Donc là, on a un rôle très très important pour développer ces fonctions cognitives et ces fonctions motrices. Donc il ne faut pas hésiter dès le plus jeune âge voilà, à proposer un panel d'activités, un panel de motricité assez large de façon à pouvoir développer vraiment la motricité de l'enfant. Donc, quelques règles fondamentales. Donc, il faut stimuler l'enfant, enrichir son environnement. Ça, je vous en ai parlé, diversifier les activités physiques et sportives. Donc, il ne faut pas se spécialiser. Les enfants qui se spécialisent assez tôt, notamment dans des activités à maturité précoce, donc on les connaît, ça peut être la gymnastique, ça peut être la natation et bien d'autres. Voilà, des enfants qui s'entraînent beaucoup dans la même activité, en quelque sorte, qui se spécialisent trop tôt et ça les empêche finalement de se développer de façon harmonieuse et de développer vraiment une belle motricité pour que plus tard, ils puissent s'épanouir et développer leur qualité sportive propre à la discipline dans laquelle ils vont s'exercer. Ensuite, il faut favoriser les activités physiques quotidiennes, c'est-à-dire qu'il faut vraiment les inciter à bouger, à éviter de rester trop assis. Il faut faire de l'activité avec eux. En tant que parent, il ne faut pas hésiter à faire des sorties ensemble, à partager des moments ensemble, assez convivial. Et puis, c'est une façon aussi d'augmenter une certaine cohésion de groupe, une cohésion sociale. Donc là, il faut essayer vraiment de développer cette activité spontanée, également par du jeu libre, favoriser les activités dans la nature, parce que ça aussi, c'est une façon aussi de stimuler le cerveau et d'enrichir leur environnement. Et puis, je crois aussi qu'il ne faut pas brider les enfants. Aujourd'hui, on a tendance un petit peu à les freiner, à leur interdire de pratiquer telle ou telle chose, de peur qu'ils se blessent, ou donc on les empêche finalement de monter sur les murs, de sauter, etc., d'avoir une activité spontanée. Et à trop les brider, en quelque sorte, on les empêche de se développer naturellement. Et ça, c'est bien dommage parce que c'est durant ce jeu libre, durant cette activité spontanée aussi que l'enfant se construit et qu'il peut avoir une motricité bien plus large et bien plus propice à développer leur habileté sportive et leur qualité physique plus tardivement. Les activités en groupe, c'est important. Donc là, le rugby, hein, c'est une belle activité pour ça. La cohésion de groupe, l'esprit de groupe, hein, l'entraide, la manière de s'entraider, de jouer ensemble. Ça aussi, c'est une façon aussi pour un enfant de bien évoluer dans un groupe et d'avoir un esprit collectif. Et ça, c'est important hein, pour la performance collective. Et puis, il faut favoriser la découverte, éveiller la curiosité.
je pense aussi qu'il faut mettre à disposition des enfants des équipements qui leur permettent aussi de découvrir naturellement voilà, une certaine motricité. Il y a aussi des règles de vie, aussi d'hygiène de vie qui sont fondamentales. Alors, je ne vais peut-être pas toutes les citer parce que je n'aurai pas le temps, mais en tout cas, le sommeil, c'est important. On s'aperçoit que les enfants dorment de moins en moins ou que la qualité du sommeil est moins propice, en tout cas moins bonne. Ce qui fait que les enfants, quand ils se dépensent dans la journée, s'ils ne dorment pas suffisamment la nuit, ils ne peuvent pas récupérer à la fois physiquement et psychiquement. On sait très bien que durant le sommeil lent profond, on récupère physiquement parce qu'il y a une production de l'hormone de croissance, donc on peut récupérer physiquement durant cette phase de sommeil lent profond. Et puis après, durant le sommeil paradoxal, vous avez une récupération psychique. C'est durant les rêves finalement que l'on récupère psychiquement. Donc le sommeil, c'est fondamental. L'alimentation également, c'est fondamental parce qu'il faut avoir un régime alimentaire relativement bien équilibré, avec une balance énergétique entre les apports et les dépenses qui soit plutôt positive, parce que l'enfant doit grandir, donc la balance doit être positive, les apports doivent être un petit peu plus conséquents que les dépenses. Et puis après, il faut essayer d'avoir une alimentation équilibrée, à savoir un 60% de glucides, 20% de protéines, 20% de lipides, avec un apport de micronutriments aussi, parce qu'il faut aussi alimenter l'enfant en vitamine D, en vitamine B1, avec des micronutriments, voilà, de manière à pouvoir faciliter l'utilisation du glucose par le cerveau, par exemple, ou bien renforcer la densité minérale osseuse, le tissu osseux. On sait très bien qu'à 12-14 ans, le capital osseux doit être développé à ce moment-là pour que plus tard, une fois que l'enfant devient adulte et aussi plus tardivement, que l'os soit assez densifié et pour éviter tous les phénomènes d'ostéoporose et d'ostéopénie. Après, sur des règles fondamentales, voilà, la relation, par exemple, entre l'enseignant et l'enfant, elle est fondamentale. Hein. Si vous voulez vraiment que l'enfant puisse être à l'entraînement et venir avec le sourire et la banane, il faut que l'enseignant ait un comportement adapté. Il faut vraiment favoriser cette relation entre l'éducateur sportif et l'enfant. Souvent, l'arrêt de l'activité est lié à une mauvaise relation avec l'enseignant. Donc, attention aussi à cette relation qui est fondamentale. Et puis, je pense que l'enfant aussi, on doit donner du sens à l'activité proposée, c'est-à-dire que l'enfant, il doit comprendre pourquoi il est là, à quoi ça sert, à quoi ça va servir. Et s'il comprend à quoi ça sert, on pourra le fidéliser et assurer un certain engagement finalement dans la pratique sportive. Alors après, ce qui caractérise l'enfant, c'est sa vitesse de croissance, à savoir que l'enfant ne grandit pas de manière linéaire. Si vous regardez ici cette figure-là, on est sur un gain de taille en centimètres par an et vous voyez que ce n'est pas une vitesse de croissance qui est linéaire. On a à un moment donné un pic de vélocité de croissance et qu'on appelle le PVC. Donc on a un PVC de la taille qui a lieu à 12 ans chez la fille et un PVC de la taille qui a lieu à 14 ans chez le garçon. Donc déjà, on a un écart de 2 ans entre la fille et le garçon. Donc on a une différenciation sexuelle dans la croissance entre la fille et le garçon. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le gain de masse, le gain de poids en kilogrammes par an, vous voyez ici que la vitesse de croissance du poids a lieu à 12 ans chez la fille, donc ça correspond exactement à ce qui se passe avec la taille, 12 ans. Par contre, si on regarde chez les garçons, on a un gain de masse en kilogrammes par an qui est aux alentours de 15 ans et demi, 16 ans. C'est-à-dire que les garçons, lorsqu'ils grandissent, ils s'allongent, donc ils deviennent grands, mais par contre, ils restent chétifs, ils se musclent seulement 1 an et demi, voire 2 ans après le gain de taille. Donc en fait, on a affaire à des garçons qui sont grands, chétifs sur une certaine période, donc à partir de 14 ans jusqu'à l'âge de 16 ans. Et à 16 ans, les garçons commencent à se renforcer musculairement. Donc, vous comprendrez bien qu'ici, lorsque la colonne vertébrale ou lorsque le squelette s'allonge, par exemple, la colonne vertébrale n'est pas bien maintenue, elle n'est pas bien protégée musculairement. Donc, il va falloir proposer un travail de renforcement musculaire, du gainage par exemple, de manière à pouvoir stabiliser la colonne, protéger la colonne, notamment sur des activités comme le rugby où il y a des impacts physiques. Donc, du coup, le gainage ou le renforcement musculaire, c'est important de manière à pouvoir protéger la colonne et éviter des problèmes de dos comme la scoliose, par exemple, les scolioses qui arrivent assez fréquemment chez les jeunes à partir de 14 ans. Donc, le renforcement musculaire, on pensait jusqu'à présent que c'était dangereux, que c'était inefficace, inutile chez les jeunes.
Alors, la musculation, le renforcement musculaire, ce n'est pas à but hypertrophique. On n'est pas là pour hypertrophier, augmenter la masse musculaire. On est plutôt là pour prévenir et essayer de protéger finalement un organisme qui est encore fragile. Et le gainage, le renforcement musculaire a toute sa place, voilà, à ce niveau-là pour essayer de protéger et renforcer la colonne. Alors, ce qui caractérise la fille à 12 ans, hein, c'est une compo corporelle qui va être modifiée, puisque une fois que les oestrogènes sont produites en forte quantité, c'est une masse grasse qui va augmenter. Et la masse grasse, c'est un poids inerte, hein. Donc, en fait, lorsque la fille prend beaucoup de masse grasse et perd de la masse musculaire, ou en tout cas que la composition corporelle est fortement modifiée, attention, le rapport poids-puissance d'une fille post-pubère, il n'est pas optimal. Donc, du coup, il faut essayer aussi de réduire un petit peu cette masse grasse et de préserver cette masse musculaire puisqu'elle est forcément importante dans la performance. Alors après, le problème qui se pose, c'est que ce PVC, alors là, vous avez un exemple de PVC donc en moyenne qui a lieu à 14 ans chez le garçon, c'est ce qu'on a vu précédemment, mais on peut avoir des PVC de la taille qui ont lieu plus précocement chez certains enfants, c'est-à-dire qu'on a des enfants, alors c'est le cas d'une maturité précoce, ici on a un garçon qui a un pic de vélocité de croissance qui a lieu aux alentours de 11 ans. Donc ici, vous avez un garçon qui a un niveau de maturation précoce et qui probablement va performer beaucoup plus tôt que la moyenne. Alors, le biais de tout ça, c'est qu'on a tendance à se concentrer un petit peu sur ces enfants qui ont une maturité précoce et on se dit le plus souvent que ces jeunes-là ont un potentiel physique ou cognitif qui est assez intéressant. On se dit, tiens, ça c'est un talent potentiel que l'on va retenir ou qu'on va sélectionner dans des pôles espoirs, dans des pôles France ou dans des sélections régionales. Sauf qu'il va être physiquement bon tôt, mais ça ne veut pas dire que plus tard, il le sera aussi. C'est-à-dire qu'il peut être très vite rattrapé par des enfants qui vont maturer plus tardivement. Et là, après, vous voyez, c'est le problème, c'est qu'on a du mal aujourd'hui, en quelque sorte, finalement, à se dire est-ce qu'on peut véritablement savoir si l'enfant a un potentiel ou pas. C'est difficile parce qu'encore une fois, on peut avoir des enfants qui ont une maturité là, décalée dans le temps et cette maturation, elle peut être décalée de 4 à 5 ans pour des enfants qui peuvent avoir le même âge chronologique. Donc, ce n'est pas évident de gérer ce décalage de maturité. Au-delà de cet âge biologique et de cet âge chronologique aussi, vous avez l'âge relatif, c'est-à-dire que vous avez des enfants qui naissent en début d'année, des enfants qui naissent en fin d'année. Là, vous avez par exemple le cas d'un enfant qui est né le 1er janvier de l'année civile, donc qui est beaucoup plus grand et beaucoup plus fort par rapport à un enfant qui est né plutôt en fin d'année, on va dire le 31 décembre, et vous voyez qui cette fois-ci est plus chétif, plus petit, moins fort. Et donc, sur une année, voilà, une année civile, on peut avoir des écarts relativement importants. Donc, il faut aussi, dans le suivi et l'accompagnement d'un jeune, au-delà de l'âge chronologique, au-delà de l'âge biologique, donc de la maturation, il faut aussi considérer cet âge relatif. Et encore une fois, il y a un biais à tout ça, c'est-à-dire qu'on a tendance à se concentrer sur des gamins qui sont nés plutôt en début d'année, qui sont nés sur le premier trimestre de l'année, et on a tendance aussi à les retenir ou à se concentrer sur ce type d'enfants, alors que voilà, ils sont avantagés, ne serait-ce que par un effet d'âge relatif positif, plus élevé en tout cas. Donc, ce qu'il faut retenir de cette première partie, c'est qu'il y a 3 âges en fait. Il ne faut jamais considérer l'âge chronologique à lui seul. Il faut aussi regarder l'âge biologique. Il y a des outils d'évaluation ou d'estimation qui sont très pratiques, notamment dans le milieu sportif, avec des équations de prédiction. Je pourrais vous en parler plus tardivement. Donc, l'âge biologique et puis l'âge relatif aussi qu'il faut aussi considérer, notamment sur ces premières années de vie. Alors après, en termes de prévention des blessures, ce qu'il faut savoir, alors là, on retrouve un PVC de la taille, on est chez une fille à 12 ans, donc c'est ce qu'on a vu précédemment. Mais si on décompose un petit peu les pics de croissance rapides, notamment des membres inférieurs et du tronc, vous voyez que les enfants grandissent dans un premier temps par les membres. Ils ont un PVC des membres inférieurs qui a lieu dans les 4 à 6 mois qui précèdent celui de la taille. Et après, vous avez un PVC du tronc qui suit 4 à 6 mois le PVC de la taille. Donc, en fait, on a des enfants qui grandissent par les membres inférieurs et ensuite par le tronc.
Ce qui veut dire qu'ici, vous êtes sur une zone où l'enfant peut contre-performer parce que son schéma corporel va être modifié. Donc là, on peut être sur une période de maladresse, c'est-à-dire que tout le travail de coordination, tout le travail que vous aurez fait en amont sur les habiletés motrices peut être anéanti parce que le schéma corporel, le schéma moteur, en fait, il peut être complètement modifié. Donc attention, il faut préserver ces qualités, ces habiletés motrices de coordination, d'adresse, d'agilité, d'équilibre à ce moment-là. Le souci qu'il y a en plus, c'est que lorsque vous avez un squelette qui s'allonge énormément, vous avez un système musculo-tendineux qui se met en tension naturellement. Imaginez le fémur qui s'allonge, le tibial péroné qui s'allonge, eh bien, le système musculo-tendineux va se mettre en tension. C'est comme un arc. Si vous avez le manche de l'arc qui augmente, la corde de l'arc se met en tension. Et le problème de l'enfant qui est en pleine croissance, c'est de l'os qui n'est pas encore minéralisé, qui n'est pas encore calcifié. Et là, vous avez du cartilage. C'est comme du plâtre qui est complètement friable. Si vous tirez de trop sur le plâtre, il s'effrite. Maintenant, si vous tirez de trop sur du cartilage, il casse, il pète. Donc attention, rien qu'à l'effet croissance, vous pouvez avoir des maladies de croissance, on les connaît. Vous avez au niveau du tibia, vous avez la maladie d'Osgood-Schlatter, et au niveau du calcanéum, de l'os du talon, vous avez la maladie de Sever. Et après, vous avez aussi au niveau du dos, vous avez la maladie de Scheuermann qui peut conduire ou amener à des scolioses. En tout cas, ce qui est important, c'est d'éviter de surcharger. C'est-à-dire que si vous avez des enfants qui grandissent vite, donc à partir de 14 ans chez le garçon, 12 ans chez la fille, attention à ces fameuses tensions qui s'exercent au niveau des points d'attache des tendons, que ce soit au niveau du calcanéum avec le tendon d'Achille ou au niveau du tendon rotulien avec le quadriceps. Donc attention, un conseil, il faut plutôt travailler en qualité plutôt qu'en quantité. Il faut absolument bien gérer la charge de travail et éviter de monter trop en puissance au niveau de la charge, sinon vous allez amplifier ces micro-fissures et là, vous allez véritablement blesser vos jeunes. Donc attention. Et puis, à ce moment-là, il faut essayer d'assouplir. Les assouplissements, ils sont très importants. Autant avant la puberté, les assouplissements, ils sont utiles, mais c'est plutôt éducatif parce que l'enfant est relativement souple. Autant au moment de l'adolescence, lorsque l'enfant grandit, qu'il prend de la masse musculaire, il faut étirer pour éviter ces fameuses tensions au niveau des points d'attache des tendons sur les os. Donc les étirements, les assouplissements, c'est fondamental. Vous voyez, pour schématiser, un enfant, il y aura plus de problèmes au niveau osseux qu'au niveau tendineux, alors que nous, en tant qu'adultes, c'est plutôt au niveau tendineux et beaucoup moins au niveau osseux. Voilà. Après, au niveau des assouplissements, c'est important parce que, vous voyez, si on prend le quadriceps qui est constitué de 4 chefs, vous avez les 3 vastes qui sont monoarticulaires et qui croisent le genou, donc qui agissent sur le genou par l'extension de la jambe sur la cuisse. Mais vous avez le droit fémoral qui est biarticulaire et qui vient s'insérer au niveau de l'épiniliaque antéro-supérieur. Donc imaginez ce droit fémoral, lorsqu'il se contracte, lorsqu'il se raccourcit ou lorsqu'il se renforce, s'il n'est pas bien étiré après les séances d'entraînement, vous voyez, par raccourcissement, le droit fémoral va tirer sur l'épiniliaque antéro-supérieur, le bassin va basculer vers l'avant et vers le bas, et donc ça va créer une hyperlordose lombaire, un creux dans le dos, et ça peut conduire à des lombalgies qui peuvent être silencieuses dans un premier temps, mais qui peuvent devenir douloureuses lorsque l'enfant va grandir et va devenir adulte. Donc attention à bien étirer notamment les quadriceps. Et en plus, vous voyez, si les quadriceps se raccourcissent, les ischios se mettent en tension et pareil, ça peut être source de blessure. Donc il faut toujours préserver une certaine souplesse de part et d'autre du fémur, pour éviter de se blesser et éviter aussi le creux dans le dos et donc la survenue de ces fameuses lombalgies. Après, au niveau des qualités physiques, l'endurance, ce qu'il faut savoir, c'est que l'endurance musculaire, elle chute véritablement du passage de l'enfance au stade adulte. Nous, ce que l'on mesure habituellement, c'est la capacité oxydative du muscle. Cette capacité oxydative musculaire, elle est importante parce qu'elle va conditionner la récupération après l'effort. Lorsqu'on a un potentiel oxydatif au niveau musculaire qui est relativement important, le muscle peut récupérer beaucoup plus facilement. Par exemple, il peut régénérer plus rapidement ses réserves en phosphocréatine musculaire. La phosphocréatine, c'est un substrat énergétique qui se situe dans le muscle, qui est directement utilisable par le muscle et qui est nécessaire pour rétablir, pour reconstituer la puissance musculaire. Et lorsque vous avez
un potentiel oxydatif qui est très développé, vous n'avez aucun souci pour réitérer des sprints, pour réitérer des courses rapides et donc pour récupérer entre les efforts. L'enfant, lui, prépubère, hein, avant son PVC, il a un tel potentiel oxydatif qu'il récupère très vite et très naturellement. Donc, vous pouvez, au moment de la puberté, si vous voulez, vous pouvez proposer du travail intermittent parce que l'enfant va récupérer assez rapidement sur ce type d'effort. Et puis, ça correspond à son activité spontanée. Lorsqu'on observe un enfant prépubère voilà, bouger ou se déplacer, il a plus une activité spontanée de type intermittente que de type continu à faible allure. Donc, un conseil que je peux vous donner, c'est que durant la période prépubertaire, on peut faire de l'intermittent, c'est adapté aux jeunes. Et lorsque l'enfant il va passer adolescent, son endurance musculaire va diminuer. Donc là, il faut préserver finalement ce potentiel oxydatif. Donc, il faut proposer à des adolescents, à partir de 14-15 ans chez le garçon, un travail plutôt de type continu, intensité modérée, où vous pouvez aussi continuer à travailler sur de l'intermittent. Une forme de travail qui est assez intéressante, c'est du court-court, c'est-à-dire que vous pouvez faire du 10-10. Là, vous avez l'exemple d'un garçon de 10 ans à qui on avait proposé 5 séries de 10 courses de 10 secondes, avec 10 secondes de pause entre les courses, 3 minutes de récupération entre les séries, et on avait proposé, vous voyez, une intensité qui était comprise entre 100% et 130% de la VMA, donc première série à 100%, et puis la dernière série à 130%. Et vous voyez qu'au fil des séries, en fait, la consommation d'oxygène, déjà, elle est proche de VO2 max dans un premier temps, mais à la fin de ces 5 séries, eh ben, l'enfant il a atteint quasiment sa VO2 max. Donc, en fait, même en faisant du court-court, du 10-10, avec 5 séries entre 100 et 130% de la VMA, vous pouvez travailler à VO2 max et donc développer la puissance maximale du système aérobie. Donc ça, l'intermittent, c'est attractif, ludique et intéressant, efficace pour développer le potentiel aérobie de nos jeunes. Enfin, pour ce qui concerne la force, elle est nécessaire. J'en ai parlé tout à l'heure par rapport à la colonne vertébrale. Il faut protéger la colonne vertébrale, il faut gainer, travail de gainage, mais aussi vous pouvez avoir affaire à des enfants qui ont de véritables valgus dynamiques des genoux. Ici, par exemple, sur une réception de saut, vous pouvez avoir des genoux qui rentrent l'un sur l'autre à la réception. Et le problème, c'est que si vous avez des valgus importants, vous avez des pieds qui ne sont pas à plat au sol et qui se retrouvent rentrés vers l'intérieur, c'est-à-dire en éversion du pied. Et le problème, si on n'a pas des appuis stables à la réception, ben, ça peut être des blessures ligamentaires, ça peut être des ruptures de ligaments croisés antérieurs, rupture des ligaments collatéraux, hein, qu'ils soient externes ou internes. Alors, l'origine, hein, ça peut être déjà un rapport de force qui n'est pas équilibré entre les muscles agonistes et antagonistes, par exemple entre les quadriceps et les ischio-jambiers. Il se peut qu'il y ait des enfants qui soient forts au niveau des quadriceps et faibles au niveau des ischio-jambiers. Donc déjà, il y a un équilibre de force qui n'est pas correct. Mais je vous dirais que le problème principal, c'est que les enfants ont par moment une faiblesse au niveau des abducteurs de la hanche, ce qui fait que la hanche se met en adduction. Il y a une rotation interne, voilà, parce qu'il y a une faiblesse des abducteurs. Alors, les abducteurs, vous avez petit et moyen fessier, on peut très bien voilà, renforcer les abducteurs de la hanche avec un travail spécifique de manière à rééquilibrer la force autour de la hanche et permettre à nouveau d'avoir des genoux bien placés, bien alignés avec le tronc et du coup avoir les pieds bien à plat. Donc, vous voyez que là, le renforcement musculaire aussi a toute sa place pour éviter ces valgus et éviter de se blesser au niveau des ligaments croisés antérieurs. Et là, dans les sports collectifs, hein, comme le rugby, il y a souvent des sauts, des accélérations, des changements de direction, tels qu'on peut avoir ici à l'écran. Vous avez ici des genoux qui partent complètement sur l'extérieur. Là aussi, hein, s'il y a une faiblesse musculaire ou s'il n'y a pas un bassin qui est bien tenu, là, ça peut partir vraiment sur l'extérieur et avoir vraiment une rupture ligamentaire. Donc là, travail de renforcement, travail de gainage. Alors après le gainage, on peut
on peut, je vous disais, le jeu, c'est important chez les jeunes. On peut les faire passer par deux. Travail de Swiss ball, hein, on peut faire du gainage vertical. Il y en a un qui crée un déséquilibre vertical, l'autre essaye de compenser. On peut faire aussi voilà, du jeu de la brouette, par exemple, sauf que là, il faut éviter le creux dans le dos, éviter cette fameuse hyperlordose lombaire. Attention aussi au niveau des contraintes, au niveau du poignet, il ne faut pas trop en faire, hein, parce que, encore une fois, c'est du cartilage, ça peut se casser. Vous pouvez aussi voilà, travailler le jeu du tunnel, ça peut être aussi des montées sur bloc. Si vous m'en faites des montées sur bloc, attention à ce que les genoux n'oscillent pas trop sur les côtés, donc il faut avoir un contrôle du genou relativement correct, avec aussi peu d'oscillation latérale au niveau des épaules. Là, vous pouvez faire un travail concentrique sur la phase de montée, c'est-à-dire que les insertions musculaires se rapprochent. Et après, on peut faire un travail excentrique aussi sur la descente, c'est-à-dire que là, vous avez une contraction des quadriceps, mais qui se fait par étirement. Donc là, travail de montée sur bloc et travail de descente, où là, on fait du travail concentrique, travail excentrique. On peut faire aussi du travail isométrique. Ce qui compte aussi, c'est de diversifier les différentes formes de contraction musculaire. Ne spécialisez pas trop l'enfant. Il faut aussi lui permettre de découvrir différentes formes de contraction. C'est aussi important dans son développement. Voilà, pour terminer sur la force, hein, contrairement à ce qu'on a pu dire pendant des années et des années, l'entraînement de la force, il est utile chez les enfants. Il faut faire du renforcement musculaire à but préventif et aussi à but de développement de la performance. C'est majeur. Par contre, il faut le faire correctement. N'amenez pas vos jeunes en salle de musculation, on n'est pas là pour hypertrophier. Il faut vraiment faire un travail qualitatif, bien contrôler le mouvement, bien se positionner sur les appareils. Et quand bien même si on n'a pas d'appareil, on peut très bien utiliser des élastiques, des medicine balls, des Swiss balls, des haltères, utiliser le propre poids du corps en faisant des tractions, des pompes, etc. Mais en tout cas, vous voyez qu'à l'écran, il y a beaucoup de flèches bleues. C'est-à-dire qu'on peut facilement augmenter la densité osseuse, augmenter le niveau de force, l'endurance musculaire, baisser le taux de masse grasse dans l'organisme en augmentant la sensibilité à l'insuline pour baisser le diabète. On peut augmenter la capacité aérobie, les habiletés motrices, sportives. Vous voyez que dans l'ensemble, on a vraiment, si l'entraînement de la force est bien mené, il n'y a aucun souci, on peut vraiment préserver nos jeunes des blessures et optimiser leur niveau de performance. Là, c'est un outil que je vous présenterai plus tard si vous le souhaitez. C'est un outil de prédiction de l'âge du PVC. C'est-à-dire qu'en utilisant des mesures anthropométriques très simples, c'est-à-dire taille adulte, taille assise, le poids, la date de naissance et le sexe, vous voyez, je reprends taille adulte, taille debout, taille assise, poids, âge chronologique et sexe. On rentre tout ça dans le logiciel et on peut avoir une estimation de l'âge qui correspond à ce pic de vélocité de croissance. C'est-à-dire qu'on peut estimer l'âge auquel l'enfant va grandir le plus vite. Voilà. Et donc, ça peut permettre aussi de mieux gérer la charge de travail par la suite. La taille assise, par exemple, vous voyez, avec une toise, on peut facilement la mesurer. Voilà. On peut aussi prédire la taille adulte grâce à ce type de logiciel. Ça peut être aussi intéressant aussi dans des formes de détection des jeunes. Voilà. Et donc, pour conclure, je vous dirais que dans un premier temps, il faut absolument développer les habiletés motrices avant de développer les habiletés sportives ou les qualités physiques, hein, force, endurance, puissance et vitesse. Ces habiletés motrices, elles sont essentielles. Je vous les rappelle, coordination, adresse, agilité, équilibre, proprioception, vitesse de réaction, tout ça, ça se travaille assez tôt. Il faut vraiment solliciter le système nerveux central. Au niveau maintenant des âges, ayez à l'esprit qu'il n'y a pas que l'âge chronologique, il y a l'âge biologique qu'il faut considérer avec l'âge du PVC et vous avez l'âge relatif. Et dans tout suivi, dans tout accompagnement, il faut toujours avoir ces trois âges en tête si vous voulez vraiment bien accompagner vos jeunes. Et en termes de structuration et d'organisation de l'entraînement, voilà, les habiletés motrices, ça se travaille toujours en permanence, c'est essentiel. Les qualités de force et de puissance, c'est pareil. On peut attaquer ces qualités, le travail de ces qualités assez tôt, encore une fois, pour protéger l'enfant de toute blessure, optimiser aussi son niveau de performance, mais plutôt à moyen et à long terme. Le travail à court terme, ce n'est pas forcément très important chez un enfant, hein. L'enfant, il grandit, hein. Encore une fois, ce n'est pas un adulte en miniature.
Donc, les qualités de force et de puissance, ça se développe assez tôt durant l'enfance et durant l'adolescence. Et puis, l'endurance et la souplesse. L'endurance, il faut absolument la préserver au moment du PVC car elle se détériore. La souplesse aussi, il faut absolument aussi la préserver autour du PVC parce que lorsque l'enfant il prend de la masse, il prend de la raideur, donc il perd de la souplesse. Et la souplesse aussi, c'est efficace dans la performance et aussi dans la prévention des blessures. Voyez là un petit peu le- le- les grandes règles finalement dans la structuration et l'organisation du travail des qualités physiques.